La team, le premier ministre Choguel Maïga nous donne encore une leçon de déstabilisation, de gouvernance, mais surtout les agissements des ennemis d'une nation. Il faut savoir que les ennemis d'une nation viennent le plus souvent de la nation. C'est vrai qu'elles travaillent en alliance et en connivence avec les forces extérieures, mais elles sont plus nombreuses dans la nation. Elles sont souvent d'accord avant leur dignité, avant leur nation pour quelques billets, pour quelques postes, pour quelques promotions, des fois même juste pour des visas. Elles sont capables de tout vendre. Et sur ça, nous avons eu à un moment donné aussi l'imam Diko. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne connais pas quelle est sa position sur la gouvernance d'Assimi Goïta. Mais il y a seulement encore quelques semaines, nous connaissions très bien sa position. Il voulait même organiser des manifestations pour que ça fasse un boom contre le président Assimi Goïta. Ici, le premier ministre Choguel Maïga interpelle aussi l'imam Diko pour lui faire comprendre beaucoup de choses. Des choses qu'il ne comprend pas très bien dans la géopolitique, parce qu'il est un homme de Dieu soi-disant. Et du coup, l'homme de Dieu a plus de connaissances dans ce qui est de l'enseignement de Dieu. Mais quand on arrive au niveau politique, quand bien même il a envie de bien faire les choses, il peut faire des erreurs sans se rendre compte. Et aussi, d'autres personnes peuvent utiliser son aura, son importance, son influence, parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. L'imam Diko est très important au Mali, il est très influent. Et nous rappelons que c'est sur son égide, c'est sur sa protection, c'est sur son appel que les Maliens descendaient à la place de l'indépendance tous les vendredis pour manifester contre le régime de Ibeka. Et donc, l'imam Diko, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et donc, c'est aussi une personne qui peut être utilisée pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser la gouvernance du Mali. Et pourtant, ce que recherche aujourd'hui le gouvernement Mali, c'est l'unique but de la véritable souveraineté, de la véritable indépendance, de la suffisance alimentaire. Le gouvernement du Mali a besoin d'une suffisance en termes de la santé. Ils n'ont plus besoin d'avoir un problème de route, d'électricité. Ils n'ont plus besoin de dépendre d'un pays voisin ou un pays de l'Occident. Et pour ça, il va falloir lutter dur, il va falloir cogner dur, il va falloir être patient, il va falloir supporter. Aucune lutte qui aura de bons fruits ne peut se mener aussi facilement et atteindre les objectifs facilement. Voilà pourquoi, quand on mène ce genre de combat comme ce que le gouvernement malien mène, toutes les forces vives de la nation doivent être partie intégrante pour que ce combat puisse réussir. Et voilà pourquoi il faut souvent frapper du poing sur la table quand vous avez des entités dans le pays qui décident de lutter contre le pays. Surtout quand toute la majorité du pays est d'accord avec la lutte que mène le gouvernement. La team, écoutons ici cette petite leçon que le Premier ministre Choguel Maïga a donnée à l'imam Diko, mais aussi à beaucoup de forces vives du Mali qui ne sont que les ennemis du mal, mais jamais du progrès. Écoutons ensemble. Imaginez quelqu'un va quitter, venir tuer ton voisin, tu es marié à sa soeur. C'est ce que j'ai dit un jour à l'imam Diko. J'ai dit, les gens qui ont été tirés dans ta mosquée, les 10-11 juillet, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas pour le maintien d'ordre. Ils n'étaient pas en train de manifester. Ce n'est pas un moment de l'histoire où les gens étaient partis voler, ils sont morts, on a dit que c'est le président qui les a tués. Là, ils étaient dans la mosquée en train de prier, on vient tirer sur eux pendant 3 jours. Vous croyez que c'est le maintien d'ordre? Il faut être naïf. Depuis ce moment, j'ai dit aux gens, faites attention. C'est fait pour qu'il y ait une riposte à partir de votre mosquée. Dès qu'il y a une riposte, là, on va venir tuer tous les fidèles. Déposer des armes et dire qu'on a trouvé une cellule terroriste dormante. Même vos propres militants vont dire, Dja, nous on est avec ces gens-là, au complot là. Vous ne pourrez rien démontrer. Moi je l'ai dit aux gens du M5. Ceux qui ont tué les gens dans les mosquées là, soit c'est des Maliens sans conscience, soit c'est des étrangers qu'on a habillés en tenue malienne. En tout cas, l'objectif, ce n'est pas le maintien d'ordre. Ça s'est fait depuis le 10-11 juillet. Déjà, il y a eu le renversement du jeudi, c'est le 18. Mais ce jour-là, je l'ai dit aux gens, heureusement, l'imam Diko m'a écouté.
Mais le 27 juillet 2020, c'est le chef de l'État du Mali qui a dit dans une conférence du G5 Sahel qu'au Mali, le M5 est une organisation terroriste. C'est ce jour qu'il a compris le sort qui nous était réservé. Si on avait tué les gens dans la mosquée ce jour-là, on allait nous attraper tous et le mouvement est fini. Les Maliens n'ont aucun espoir. Mais Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Ça continue jusqu'au jour où des gens, je ne dis pas c'est les plus courageux dans l'armée, mais en tout cas les circonstances ont fait que c'est eux qui étaient là ce jour-là. C'est l'armée qui a sécrété des gens, mais nous n'en avons monnaie bon Maliens là. C'est pourquoi je les appelle des monnaies dignes. Les gens qu'on nous montre là, c'est pas seulement, vous savez, l'armée c'est un tout. Pourquoi ils ont duré avant de venir parler? Ils étaient en train d'arranger pour s'entendre parce qu'ils ne veulent pas la division. Mais tout le monde n'était pas forcément d'accord parce qu'il y avait des officiers qui vivaient de cette situation. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a des hommes politiques, même certains étaient dans le M5 qui faisaient des bruits. Je vous dis, il y a certains qui insultaient, mais la nuit, ils vont chercher prendre de l'argent. Ils oublient les téléphones. D'autres cherchaient à être à la haute cour de justice, à la cour constitutionnelle. D'autres cherchaient à être président. C'est pour cela que dès que le président est tombé, le mouvement s'est disloqué. Il y en a qui ont commencé à monter la nuit à Kati. Parce que dans ce mouvement, il y avait 4 groupes que j'ai identifiés très tôt. Parce que c'était difficile de maintenir les gens ensemble. Il y a un groupe de jeunes qui étaient venus uniquement parce qu'on ne les a pas appelés à la soupe. Ils insultaient pour qu'on les appelle la nuit, leur donner de l'argent. Quand ils viennent dans nos réunions, ils voulaient nous pousser à la violence. Il y en a qui nous disent, on va finir avec eux aujourd'hui. En fait, c'est pour transformer notre lutte politique en lutte juridique. On commet une infraction, on nous prend, on nous met en prison, le mouvement est mort. Le deuxième groupe, ce sont ces gens-là qui vont prendre l'argent la nuit, qu'on va soigner à 20 millions 2 mois avant, mais qui viennent être dans les manifestations, ou qui voulaient juste échanger un poste de mille. Donc tous les bruits là, en réalité, c'était pour qu'on les appelle à la soupe. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y avait le troisième groupe qui voulait nous manipuler, juste pour qu'on arrive à changer quelqu'un à la tête. Mais il y a des gens qui nous ont dit, nous ne voulons pas du départ de Ibeka, on veut juste que Boubou quitte. Donc, ce n'est pas le mal qu'on cherche à soigner. On cherche à régler un problème contre quelqu'un. D'autres nous ont dit, ça c'est des ambassadeurs qui ont forcé pour nous voir, nous on ne veut pas que Boubou quitte, on veut que le président parte, mais lui vous le gardez. Moi j'ai entendu tout ça. Et il y avait le 4e groupe. Ça c'est l'écrasante majorité des Maliens qui voulaient juste que ça change. Ils n'étaient pas contre quelqu'un. Ce groupe-là, c'était difficile de maintenir les gens. Il y a des gens du M5 ici. Il y avait des jours où on m'insultait père et mère. Des jeunes viennent de je ne sais où, viennent m'insulter jusqu'à baver. Parce qu'on leur a dit, énervez-le pour que le groupe se casse. Parce que si le groupe s'était cassé avant le 18 août, les militaires là n'allaient jamais avoir le courage de renverser le régime. Parce qu'ils avaient peur que l'opinion se mette contre eux. Donc il fallait pouvoir maintenir l'unité du groupe là, pour encourager les citoyens qui veulent changer les choses. Dieu merci, on a pu maintenir le groupe jusqu'au 18 août. Dès le 18 août, certains ont disparu. Ils ont commencé à aller à Kati. Ah, ceux qui veulent changer là, c'est les politiciens. Ils ne valent rien. Et c'est notre génération qui doit diriger. On est tous jeunes. Et il y en a plein dans les institutions aujourd'hui. Moi, je les vois souvent, je leur parle. Chaque fois qu'ils prennent la parole, ils tapent sur la tête du Premier ministre. Comme ils le faisaient sous les M5. Sous les M5, là, on ne parlait pas. Mais tous les soirs, ils subissaient des humiliations. Un agent de Mahmoud Diko, c'est un escroc dans la maison de Diko. Mais j'ai tout subi. Beaucoup de ces gens-là sont dans beaucoup de conditions. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui allait voir les militaires. Vous gardez le pouvoir, vous me nommez Premier ministre, vous me donnez une partie du gouvernement. Ils ne venaient plus aux réunions.
Ces DMC sont là. Moi, ce que je dis là, je sais que ça va être publié. Donc, à écouter, celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à dire que c'est faux. Ils ne venaient plus aux réunions. D'autres, chaque fois que je vais chez eux, on me dit non, ils dorment. Ou ils sont allés à Kati. Jusqu'au jour, on est venu nous dire, bon, on vous demande de donner le nom d'un premier ministre. Tout le monde a sauté. Moi, comme dans les classes là. Quand les gens ont fini, je leur dis, écoutez, un État, ce n'est pas une ONG. Un premier ministre, on ne le recrute pas à partir d'un CV. Le CV ne vous dit pas qui est la personne lui-même, ça te donne juste ses diplômes. Ces gens ont déjà leur premier ministre, c'est pour nous rouler dans la farine. Personne ne verra mon nom là-dedans. On m'a mis en minorité. J'ai seulement donné les noms. En fait, c'était juste pour les déshabiller devant l'opinion, pour dire que c'est des chercheurs de place. Mais qui leur a donné le Premier ministre? Il a fini par le dire. Vous trouvez dans une équipe, avec ce qui se passe. Moi, je l'ai dit au président Moussa Traoré, je vous le dis la vérité, avant qu'il ne meure, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Notre pays est en train de perdre sa dernière chance, jusqu'à ce qu'il tremblait. Parce que si vous ne nous aidez pas mes enfants, le Mali ne s'en sortira pas. J'ai dit, monsieur le président, tes enfants ont venu parachever une lutte que nous avons conduite. Mais tes enfants ont pris la mauvaise route. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire un pouvoir qui s'installe, qu'il soit par succession dynastique, par révolution, par coup d'État, par démocratie, qu'un nouveau pouvoir s'installe et il veut construire la vision avec les gens de l'ancien pouvoir. C'est comme un président qui va aux élections, une fois qu'il est élu, il dit à son équipe, bon, allez-y vous reposez, votre temps est fini. Il appelle le directeur de cabinet de l'équipe adverse, il dit, bon, on forme le gouvernement pour gérer le pays maintenant. Mais il ne va jamais réussir. J'ai dit au président Moussa, il faut parler à vos enfants. Il me dit, non, je vais les convoquer pour leur parler. J'ai dit, président, attention, vous n'êtes pas chef d'État maintenant, vous êtes un ancien chef d'État. Il dit, ah, je vais les appeler. Il me dit, je vais parler avec eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne les aiment pas, qui courent derrière eux aujourd'hui, ce n'est pas leurs amis. Bon, entre-temps, il est mort. On a fait une année. Les gens du M5 sont là. Tous les groupes dont je vous parle là, ils ont tous disparu. Les premiers groupes, ils se sont fait nommer dans des postes, ils gagnaient beaucoup d'argent. Le deuxième groupe, ont commencé à se bagarrer. Ils étaient dans le M5. Le troisième groupe ont eu ce qu'ils voulaient avec les militaires pendant un moment. Et le groupe a failli se disloquer. J'ai dit à certains, dans la lutte politique, il ne faut pas chercher à gagner toujours. Il faut suivre une conviction. Le Mali va rentrer dans une impasse tôt ou tard. Parce que cet alliage-là ne marchera pas. Les revendications des Maliens étaient d'ordre de 5. Renforcer l'armée. Lutter contre la corruption et l'impunité. Faire la réforme constitutionnelle. Faire les assises nationales. Installer un organe unique indépendant pour les élections. Et en plus, il faut appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation. Là, on était divisés. Peut-être certains ne voulaient même pas entendre parler de l'accord. Moi, j'ai ajouté des substantifs. Dès que je suis devenu premier, j'ai mis application intelligente. Certains m'ont dit, mais ça veut dire quoi? J'ai dit, vous verrez ce que ça veut dire. On est en train de l'appliquer intelligemment, non? Ça, c'est l'accord. Et la conclusion d'un pacte social pour une trêve sociale. Je suis arrivé ici, trouver l'UNTM en grève. J'ai réuni les syndicalistes. On est resté jusqu'à 1h. J'ai réussi le dimanche, toute la nuit.
Après, j'ai réuni mes collaborateurs. J'ai dit, mais écoutez, dites-moi quel est le problème avec les syndicats. Et je me suis rendu compte, en réalité, ce que je subodorais, c'était ça. Il y avait des gens qui avaient intérêt à la persistance de la tension. Sinon, il n'y avait pas de problème avec l'UNTM. J'ai dit, on va le signer. On a signé. Il faut me voir là. Chez Moulika Bafankan, comme on dit. Mais au moins, ceux qui s'attendaient à une nouvelle tension là, ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Parce que ce qui était prévu, c'était de créer un nouveau coup d'État. Mais pas pour la rectification, parce que le mot rectification là aussi, on a fait des heures là-dessus. Les gens ont dit non, ils ne sont pas d'accord. On voulait juste changer quelques pièces du puzzle. Il fallait enlever le président, enlever le ministre de la Défense, enlever le ministre de la Sécurité. Et on appelle les partis à ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique. Je ne sais pas ce qu'ils l'ont pensé, mais l'objectif final, c'était de toute la classe politique se retrouve dans un réceptacle politique. Comme il n'y avait plus de parti qui dirige, et ce réceptacle-là va faire un appui autour du Premier ministre. Donc c'est ce réceptacle-là, c'est celui qu'on allait s'appuyer pour prendre les toiles et les livrer aux ennemis du Mali. Parce que certains ont vu, ils se sont dit, ces trois-là, vous devez mener vos Maliens là. Il faut les neutraliser. Et ça a failli marcher. Parce que certains ont voulu accepter. Pendant 11 jours, on n'a pas fait le gouvernement. On nous dit, vous prenez 7 ministres d'État. J'ai dit, je ne prends rien. Moi, mes convictions, là, je les ai depuis 2010. Un gouvernement qui ne veut pas critiquer, qui ne veut pas faire de réformes, qui ne veut rien faire. L'armée, c'est normal, parce que ceux qui voulaient enlever là, ceux qui s'occupaient de l'armée a commencé à s'équiper. Je vous assure, ma conviction, je l'ai dit aux gens du M5. Si jamais les militaires là avaient accepté de faire ce qu'ils veulent, on va les laisser faire 30 ans au pouvoir encore. S'ils avaient accepté juste ce qu'ils ont trouvé, ils n'étaient pas partis chez les rues chercher des équipements. Ça veut dire qu'ils allaient dans leur jeu. Ils allaient les laisser. Nous, on allait crier dans la rue, là, on allait frapper certains, les mettre en prison et l'affaire est finie. Donc il fallait une conviction politique que l'avenir de notre pays passe par le maintien de ceux qui ont renversé le régime. Il y a beaucoup de chefs de parti du M5 qui étaient dans le comité d'orientation stratégique. Vous pouvez regarder les PV. Je leur ai dit que je ne pars pas. Et la masse malienne qui veut le changement, la majorité des membres du comité stratégique du M5 disent qu'ils ne seront pas là-dedans. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. Mais ceux qui cherchaient les places et le nom sont partis où? C'est comme ça que c'est venu. Quand ça a chauffé, on ne nous a pas dit d'envoyer des CV. On nous a dit, proposez-nous un Premier ministre. J'ai dit, ça c'est un débat qui est intéressant. On a fait 3 heures de débat sur 6 candidats. Et à la fin, il y a un candidat qui a émergé. C'est son nom qu'on a donné aux militaires. Ce n'est pas un CV. Personne n'a demandé un CV. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas demandé de CV. Si quelqu'un avait demandé un CV, j'allais lui dire de garder son affaire. Vous croyez que c'est les CV qui font des gens présidents? Cette histoire de CV pour nommer des ministres, c'est venu chez nous en 92. C'est une façon de fragmenter la société. Quand un président ne veut pas de vous, il dit à ton parti, envoyez-moi 3 CV, et il prend celui qu'il veut. Après, il l'appelle, il chuchote à l'oreille. C'est moi qui t'ai pris, hein. Ton président là ne voulait pas de toi. La preuve, c'est qu'il t'a mis le 3e. Donc, dès qu'il rentre dans le gouvernement, les ministres commencent à tourner le dos à leur chef de parti. On a fragilisé. Vous regardez tous les partis qui sont disloqués là. C'est des ministres qui sont dans le gouvernement qui sont devenus, comme l'autre s'est fait appeler ministre citoyen. Il dit que lui ne peut plus sortir parce que lui, il est citoyen du Mali. Alors que quand il est rentré au nom de son parti. Donc c'est une invention, une façon de nous diviser, de diviser les partis.